Bonjour. J'avais une question et une réflexion. La question, c'était, en préalable, je suis personnellement assez favorable à cette démarche éthique, philosophique ou autre vers la gratuité, et je pense qu'elle peut bousculer beaucoup de choses, effectivement, comme ça a été très, très bien dit par l'oratrice. Simplement, justement, moi j'avais pensé j'ai pensé qu'il y avait aussi d'autres thèmes qui pouvaient être abordés, mais ils ont été abordés in fine, c'est-à-dire que je pensais par exemple que les cantines scolaires pouvaient avaient une importance assez significative, parce qu'on sait les difficultés qui existent dans certaines familles pour assurer ce service. Donc la question petite mineure que je voulais poser, c'est est-ce que la ville d'Aubagne, en son temps, y avait pensé, et pourquoi donner la priorité à la démarche transport collectif? Voilà. Mais enfin, je fais confiance aux gens d'Aubagne quand ils seront réélus pour résoudre ce problème. Donc, la petite réflexion que je voulais exprimer, c'est que moi, je suis spécialiste en mobilité urbaine. À la retraite, mais on ne perd pas tout quand même. Et moi, ce qui me gêne parfois, parce que j'ai assisté à d'autres débats sur ces questions de gratuité des transports collectifs, c'est que ça peut être parfois porteur d'illusions. C'est-à-dire que ça risque d'apparaître comme la solution déterminante pour opérer le report modal, traduction, la réduction drastique de l'usage de la voiture individuelle, qui est demandée par les techniciens qui s'en occupent, et qui est recommandé par le législateur et même par l'Europe. Donc on sait que l'objectif, si on veut survivre dans nos villes, c'est de réduire la part de l'automobile, et il y a un certain nombre de recettes pour y arriver. Et je ne voudrais pas que cette solution apparaisse comme la façon de contourner toutes les autres recettes. Voilà. Alors, pour étayer un petit peu mon propos, je vais essayer d'être bref, trois ou quatre choses. Les villes en Europe où il y a le plus gros usage des transports collectifs ne pratiquent pas la gratuité. Ils arrivent à 30-35% d'usage du transport collectif, alors qu'en France, on plafonne à 10, 12, 15, enfin voilà. Les villes qui ont actuellement mis en œuvre la gratuité des transports collectifs, à part Aubagne, dont j'ai entendu des chiffres un peu importants, n'ont pas opéré de transfert modal significatif. Je répète, les villes qui actuellement en Europe et même dans le monde, en Europe, ont fait la gratuité, on ne voit pas apparaître ce transfert modal. Ce transfert modal, il est opéré dans beaucoup de villes en Europe, mais sur d'autres bases qu'on pourra évoquer si jamais vous avez le temps. La troisième chose que je voulais dire, c'est que même lorsque le transport public, transport collectif est payant, il est terriblement moins cher que l'usage de la voiture individuelle. Donc ce n'est pas le prix du transport collectif qui, en dernière instance, est déterminant pour opérer le choix du mode de transport. Je parle pour les gens qui opèrent ces transports, pour les domiciles travail ou les courses, etc. Il est évident que le transport collectif gratuit, comme ça a été très bien dit, ouvre la mobilité à tout un tas de personnes qui ne la pratiquaient pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais je pense que cette illusion est dangereuse et elle est très française d'essayer de contourner le non-courage le courage qu'il faudrait pour réduire l'usage de la voiture grâce à des politiques rigoureuses de stationnement, voire comme c'est pratiqué en Europe, dans des pays au moins aussi démocratiques que chez nous, par le péage urbain. Alors là, on joue un petit peu avec ce truc-là, mais je répète que je suis très favorable à la gratuité des transports collectifs et du reste. Merci. Une deuxième intervention. Alors, malgré la qualité des interventions du public, si tout le monde parle 5 minutes, tout le monde ne pourra pas parler parce qu'on a une intervention de 5 minutes. Essayez d'être efficace au maximum, même si l'intervention est de qualité, c'est pas ça que je veux dire, mais pour que tout le monde puisse avoir la parole, essayez d'aller à l'essentiel. Je vous remercie. Bonjour, je voudrais apporter un témoignage. J'habite dans les quartiers
nord de Marseille, un quartier ghetto, avec un pourcentage de chômage très important. Et je vais à la plage de proximité de ces quartiers. J'ai assisté à plusieurs scènes qui m'ont véritablement choquée, à savoir un régiment de contrôleurs à la dernière station avant la plage, accompagné de policiers avec des flashballs en main pour 1,70 €. La verbalisation des minots qui, du coup, descendent à la plage plutôt que de rester à tenir les murs dans les quartiers est de 100 €. Vous imaginez dans la famille, quand ils reviennent avec cela, s'ils ont donné leur nom et leur adresse, ils sont privés de plage pour tout l'été. Donc ils vont faire quoi? Le chouf, comme on dit, dans les quartiers. Par ailleurs, je pense que, je change de sujet, je pense qu'il faut aussi travailler à la construction de parkings, en tout cas pour Marseille, parce que vouloir prendre les transports en commun, c'est une chose, mais ne pas pouvoir garer sa voiture pour le faire, moi, ça m'est arrivé de guerre lasse, de continuer ma route parce que je n'avais pas de place sur aucun parking. Merci. Peut-être qu'on va répondre là, puisque c'était quand même assez riche et en plus, c'est dense. En plus, tu as des post-it d'avance. Donc, en plus des questions très intéressantes. Je pense que madame faisait référence à la plage de Corbière, peut-être. La plage de Corbière. Voilà, on est des mêmes quartiers, donc c'est évidemment scandaleux ce qui arrive là-bas. Donc c'est bien beau de... Est-ce que le micro marche? Il marche. Je te laisse répondre, Magali. Il marche, c'est bon. Merci. Oui, la cantine, j'avais commencé à y répondre puisque, pour l'avenir, mais effectivement, on y avait pensé. C'était le sujet du débat d'ailleurs entre nous. On a eu ce débat. Les uns pensaient que c'était mieux de faire la cantine plutôt que les transports. Ce qui nous a fait trancher, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était prenons plutôt une mesure qui profite à tout le monde, la cantine ne profitant bien sûr qu'aux enfants. Mais je suis d'accord sur une chose, c'est que ça nous a longtemps fait réfléchir et franchement, on a tranché au dernier moment sur les transports pour la raison que vous évoquiez, c'est-à-dire il y a des enfants qui ont un repas équilibré par jour et qui est celui de la cantine. Et donc, si ça peut permettre de pouvoir faire économiser les familles, c'est une très bonne chose. Après, la cantine, mais j'y reviendrai, c'est la même question pour les transports. Nous, depuis que la droite est passée en 2014, ils se sont précipités, ils ont privatisé la cuisine centrale, c'est la Sogeres qui gère. Donc là, repas équilibré aujourd'hui, si on décide de la gratuité des cantines, on a intérêt à mettre la pression parce que c'est un scandale. Au nom du bio, il paraît qu'ils sont en bio et en circuit court. Honnêtement, il n'y a que le pain qui est bio et circuit court. Je plaisante, mais c'est une vraie question et je pense qu'il va falloir que si on décide de la gratuité, elle s'accompagne de qualité parce que sinon, ce n'est pas la peine de donner n'importe quoi à manger aux enfants sous prétexte que c'est gratuit. Je suis d'accord sur l'idée qu'on peut être porteur d'illusions avec le report modal et que beaucoup de villes en Europe ont des politiques de transport avec une telle cohérence et une telle performance que effectivement, les transports étant payants, les gens les utilisent quand même parce que c'est performant. Mais moi, je me refuse à opposer les deux. Je crois qu'on n'est pas du tout sur le même... on n'est pas du tout. On n'est pas sur le même champ. Quand on propose la gratuité, on propose un droit nouveau. On propose un état d'esprit. Quand on a appelé, on avait mis sur tous les frontons de bus, ça a disparu depuis parce qu'il paraît que c'était un slogan publicitaire. Pour nous, c'était une devise, mais peu importe. On avait mis liberté, égalité, gratuité. C'était sur ces fondements-là, c'est-à-dire que les gens sont libres de monter, de descendre, de se rencontrer, de sortir quand ils veulent. Ils sont à égalité, bien sûr, et ça, c'est la gratuité qui le permet. Et pour l'anecdote, notre plus petit tram du monde parce que nos successeurs l'ont arrêté. Au passage, ils ont gaspillé 90 millions d'euros parce que tout était lancé. Mais le tram avait été construit par Alstom sur le format de la gratuité, c'est-à-dire qu'il avait plus d'issues
d'entrée et de sortie que les bus payants, que les trams payants. Parce qu'il n'y a pas besoin de valider son ticket, parce qu'il n'y a pas besoin de... Donc, il est petit, c'est un petit, moyen format, et il est comme ça, il permet une fluidité. Et je dis ça parce que il faut réfléchir en permanence la cohérence des transports. Et alors, évidemment, je ne peux pas parler d'ailleurs, puisque c'est Aubagne que je connais le mieux. Mais quand Sago Duvorou est avec moi, quand Jean-Louis est avec moi sur les débats, il est parisien, lui, il pense que si on veut faire la gratuité à Paris, par exemple, alors que les transports en commun sont très, très utilisés, il faut la penser pour des modes de transport en commun qui ne soient pas bondés, à savoir les bus de surface, par exemple, ou une gratuité partielle sur les géographiques. Elle n'est pas obligée d'être uniforme partout, tout le temps. Mais il faut la penser toujours avec une cohérence de transport. Nous, quand on a pensé la gratuité à Aubagne, il était question d'avoir d'est en ouest ce tram qui partait de la Peine-sur-Yvonne jusqu'à la zone industrielle et zone économique, et du nord au sud, qui se rapproche d'Aix, de la Bouilladis par la voie de Valdonne jusqu'à Aubagne, en connectant Marseille par le TER, un train-tram qui permettait justement d'abandonner la voiture et pour les bouilladiciens, par exemple, de partir de la Bouilladis et d'arriver à Marseille en 41 minutes, ce qui n'arrive jamais en voiture. Et je pense que là, on aurait eu un vrai report modal. Je parle au conditionnel parce que pour l'instant, c'est encore en stand-by, mais j'y reviendrai. Voilà, je pense qu'il ne faut pas l'opposer et il faut penser en permanence rendre performant. Il faut aussi penser, parce que j'ai vu une question sur Grenoble, là, et le maire de Grenoble n'est pas d'accord pour la gratuité, sous prétexte que si on fait des bus gratuits, on ne prendra plus le vélo. Je pense que là aussi, on n'oppose pas les deux. Et penser le tram comme on l'a fait avec des voies cyclables en parallèle et permettre aux gens de faire les deux et petit à petit, en renouvelant la flotte d'autobus, leur permettre d'avoir des vélos à l'intérieur et de pouvoir circuler comme ça vite, ça rejoint la question des parkings, c'est-à-dire réfléchir en permanence comment on se déplace, qui se déplace et pour qui on propose une politique de transport. Et je crois que ça, c'est très, très important. En tout cas, pour les quartiers nord, lorsque nous avons parlé d'inviter la gratuité sur Marseille, on s'était dit justement que ça valait le coup de le penser sur deux aspects. D'abord, pour désenclaver les quartiers populaires qui sont souvent enclavés. Et donc, il faut absolument que ça s'accompagne d'un réseau performant, parce que le réseau marseillais n'est pas performant dans la périphérie. Et puis, moi, je suis prof d'espagnol à Pont-de-Vivaux, à Marseille. Et les élèves, ils sont dans la même situation que les enfants des quartiers nord. Et moi, quand je les vois arriver la tête basse parce qu'ils ont pris un PV, parce qu'ils n'ont pas payé le bus et qu'ils savent en plus qu'à Aubagne, à côté, c'est gratuit et qu'ils me connaissent maintenant et qui me disent « Mais madame, il faut que ce soit gratuit à Marseille, comment on fait ?» Je pense que c'est un scandale d'avoir en permanence la trouille au ventre, d'avoir le contrôleur ou les flics derrière. C'est insupportable. Il y avait eu une info, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelque temps, sur une descente de policiers contre la fraude à la SNCF. Non, mais on marche sur la tête. On va payer des policiers. Alors, je ne sais pas quel est le coût exact de la mobilisation de ce service public de la police, des contrôleurs. Mais enfin, on va mobiliser des gens pour aller chercher les fraudeurs. Mais enfin, c'est de la folie. Et Marseille, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, je ne sais pas s'ils le font toujours, je n'ai pas fait gaffe, il y avait marqué sur les culs de bus, la fraude, ne fraudez pas, la fraude coûte 17 millions d'euros à la collectivité. Ben, faites gratuit, il n'y aura plus... ma foi, c'est ça, on marche sur la tête, quoi. C'est vraiment une... Et moi, ça me fend le cœur, parce que cet exemple de ces minots qui se prennent des uniformes en face, mais c'est juste pas possible. Et ça rejoint la colère montante qui, même si elle est moins visible aujourd'hui, continue à gronder à l'intérieur. Et on ne sait pas comment ça va exploser. D'ailleurs, si on nous enlève la gratuité à Aubagne, je ne suis pas bien sûre que ça se fera dans le calme. Voilà. Je sais pas, il y avait plein de post-it, donc je ne sais pas comment faire. Alors, il y en a qui rejoignent les débats qu'on a déjà eus. Sur le coût annuel de la gratuité pour la mairie, alors c'est la métropole maintenant, et ça n'a jamais été la mairie d'ailleurs, ça a toujours été la communauté d'agglomération qui, dans son budget de 10 millions d'euros, plus ou moins, et je vous ai expliqué par quel levier, c'est le versement de transport, a pu éponger la gratuité et même obtenir
une amélioration de la flotte des bus, parce qu'on s'est rendu compte que le délégataire ne nous donnait jamais l'état chiffré, le bilan chiffré de ses profits. Et puis, comme on était un peu tête dure, on a fait faire un audit, un audit. Et on s'est rendu compte que, quand même, il nous devait 1,5 million. Donc, on n'a pas voulu un retour financier. On a dit, voilà, vous améliorez la flotte, hein, en horaire, en parcours. Une flotte, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, à Aubagne, il y a 15 lignes fixes. Il y a 14 circuits scolaires et puis un service de transport à la demande pour l'habitat diffus, hein, juste pour que vous sachiez. Et puisque je parlais de combien ça coûte à la mairie, j'ai vu qu'il y avait une question sur GAP. Alors oui, l'expérience de GAP, si les impôts sont élevés, je pense que les leviers financiers doivent être différents de ceux que nous avions nous, puisque nous, ça ne pesait pas sur les impôts locaux des ménages. Donc le réseau est un peu différent et la gratuité ne s'appuie pas sur les mêmes choses. Cela dit, il y a d'autres expériences dans le monde. Est-ce que vous savez qu'à Chicago, il y a des transports gratuits et que ceux qui payent les transports gratuits, c'est le bénéfice des casinos? Et oui, et quand je suis partie à Saint-Malo, les copains qui m'avaient invité avaient pensé, par exemple, que Saint-Malo est une ville touristique, qu'ils auraient pu utiliser la taxe de séjour aussi. Parce que ça permet aussi aux touristes de venir à Saint-Malo puis de se déplacer gratuitement et que c'est un atout supplémentaire. Donc en fait, il faut chercher les leviers. La question, c'est pas de partir de ce qui n'est pas possible et de comment on fait en regardant juste les ressources, mais où on va chercher les moyens pour pouvoir arriver à le faire. Donc c'est drôlement intéressant. En Estonie, ils ont fait sur les impôts locaux à Tallinn. Et voilà, après, chaque collectivité, là c'est bon, le fait à sa manière. J'avais aussi une question, oui, sur les contrôleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que ça a supprimé des emplois? Comme chez les détracteurs de la gratuité, souvent cette question arrive. Alors, ils sont restés contrôleurs, mais ils n'exercent pas les contrôles de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont un contrôle technique. Ils peuvent faire de la médiation, ils font attention à ce que les bus soient à l'heure. Et donc, il n'y a pas eu de suppression du tout d'emploi. On continue à avoir des hôtes et des hôtesses qui font du lien social. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des... Grenoble, j'en ai parlé. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question avait besoin de choses supplémentaires. Mais ah oui, sur l'évaluation, il y a Dunkerque qui a commencé à évaluer sa gratuité, puisque il y avait la question de Grenoble et préalablement, est-ce que ça a été évalué ailleurs, si j'ai bien compris la question, qu'à Aubagne. Dunkerque le fait parce qu'en fait, c'est peut-être la mise en gratuité qui est la plus proche idéologiquement de celle qu'on a choisie. Et ils essayent justement de rendre performant le réseau et ils évaluent au fur et à mesure qu'on a pu le faire, nous, autant qualitativement que quantitativement. Bonjour tout le monde, donc Fabrice, j'ai l'air d'être un peu connu. Je suis économiste, marxiste, militant CGT. D'abord, je veux dire que l'exemple qui a été donné par l'intervenante me semble être à l'image de la sécurité sociale, du communisme concret. Et il faut, à partir de là, réfléchir pas simplement aux actes, mais aux mots qui sont utilisés. Parce qu'en ce moment, il y a une profonde dérive en utilisant pour les personnes, les usagers, le concept de mobilité. J'alerte sur ce concept qui est utilisé, parce que la mobilité, c'est une responsabilité individuelle. Ça reporte une fois de plus sur l'individu la responsabilité de sa mobilité, alors qu'en fait, notamment ici, dans le cas de la métropole, on assiste via la métropole, c'est-à-dire la métropolisation des rapports sociaux, à un surdéveloppement du nomadisme salarial permanent, qui est cause de bouchons et de pollution abominables. À tel point, ce terme nomadisme doit revenir dans le vocabulaire, c'est qu'y compris dans la tour du business qui s'appelle la Marseillaise, se trouvent à l'intérieur des bureaux qu'on a appelés des bureaux nomades, c'est-à-dire pour les collègues, notamment fonctionnaires, qui sont de plus en plus nomades. Donc on voit bien que, alors qu'on pensait que le sens du progrès, c'était du nomadisme à la sédentarité, on est en train, via les contraintes économiques dues
du libéralisme et du capitalisme en brut, de revenir à une logique de Néandertal, du déplacement, du nomadisme permanent. Et le nomadisme, sa cause essentielle, c'est la recherche d'une activité comme, par exemple, les chômeurs. La recherche de l'activité permanente. Tout à l'heure, il a été dit aussi qu'il y avait, de la part de la police, un suivi des éventuels réfractaires au paiement de la taxe, enfin du ticket de transport. Mais c'est la cohérence. Comme on culpabilise l'individu, on va le culpabiliser aussi, pas simplement de manière financière, mais aussi en termes de justice. Et donc, à contrario, et je finirai par ça, il y a un autre choix politique qui est alternatif, qui est la gratuité. La gratuité correspond à une valeur d'usage, correspond à l'usager. Alors que le paiement, ça correspond à une valeur du marché, c'est-à-dire à une logique de valeur d'échange. Et seulement d'échange qui permet, comme toujours, d'optimiser les profits. Donc on voit bien que derrière les mots, ce sont des logiques et des constructions politiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et la gratuité, c'est une conception alternative de la société. Merci. Oui, alors vous avez parlé donc de la gratuité sur Aubagne et vous nous avez expliqué que c'était payé en partie par la taxe des entreprises. Vous parlez de la gratuité des cantines, de la gratuité des pompes funèbres. À Aix, nous avons le seul théâtre gratuit sur... voilà. Mais je voulais savoir quels étaient les modèles économiques qui étaient possibles hors l'impôt, hors l'argent de la commune. C'est-à-dire s'il y avait des stratégies, comme vous avez trouvé pour les transports, sur les autres services que vous voudriez mettre en gratuité. Je vous remercie. Oui, en fait, la première intervention, c'était pas une question, c'était une plaidoirie, une superbe plaidoirie pour la gratuité. Et je la partage complètement. Je trouve que c'est un comment dire, c'est le sens de la vie, quoi. C'est le sens de la vie. Moi, je suis tellement sûre que quand on remet la vie à l'endroit, quand la politique remet la vie à l'endroit, c'est du progrès. Il est là, le progrès, quoi. Il est pas ailleurs. Et la vie, ça peut pas être le tout marchand, ça peut pas être les profits, ça peut pas être... Et je suis bien d'accord qu'il faut faire très très attention, y compris d'ailleurs quand on parle de gratuité, sur cette question comment dire, de la mobilité pour le travail, pour tout ce que vous avez, ce que tu fais. Je sais jamais s'il faut dire tu ou vous, j'ai tendance à dire tu, moi. Évoqué, parce que je pense que on nous oblige. Sago est pas là, c'est dommage, parce que quand il parlait de la ceinture parisienne et des gens qui payent très cher quand ils habitent très loin en banlieue et qui se tapent 1h30 même de transport en commun pour arriver à bon port, et qui sont obligés de payer, mais voilà, on est dans un système qui a bout de souffle, quoi. C'est plus possible. Et oui, pour ça, cette gratuité, elle amène à penser les choses différemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons toujours considéré, jusqu'en 2014, que c'était bien de continuer à en parler, à la mettre en débat, y compris au sein de la collectivité, enfin à Aubagne ou dans les villes du territoire. D'abord pour être sûr que les déplacements en transport public ils soient toujours cohérents et soient toujours conformes à l'usage des passagers. Et donc régulièrement, que ce soit en conseil de quartier ou dans des réunions spécifiques sur les transports, on venait voir un petit peu si tout allait bien. Et puis le service transport se déplaçait, parce qu'il y avait aussi une question démocratique là derrière, pour prendre un peu le pouls des gens dans les quartiers, pour voir un petit peu s'il fallait améliorer des choses. Donc il y avait besoin de travailler là-dessus en même temps. Pour les leviers, pour les cantines ou pour les obsèques, je crois que il n'y a pas de réponse préétablie. Évidemment, quand on parle des cantines, par exemple, on va parler des recettes dont dispose la commune pour voir quelles priorités on met en place pour mettre en place la gratuité des cantines. Ça va évidemment reposer sur les impôts locaux, mais on n'est pas obligé d'aller
surenchérir, augmenter les impôts locaux pour le faire. Il faut juste penser la chose en cherchant comment on priorise. En tout cas, on voit bien le besoin criant depuis 5 ans à Aubagne de redonner du sens au service public qui a perdu tout son sens et qui est particulièrement méprisé. Et je crois que s'il y a une priorité dans les années qui viennent, au-delà des gratuités, c'est de redonner au service public les moyens de travailler et de lui redonner sa capacité à penser et à exercer ses compétences de manière libre et démocratique. Parce que là, c'est plus du tout le cas. Et du coup, comme tout est bridé, on sent que les politiques se nécrosent. C'est insupportable. On voit bien que les gens n'ont plus les réponses à leurs besoins quotidiens. Et les deux vont ensemble. Je me suis un peu éloignée des leviers financiers, mais je pense qu'il faut en permanence les chercher. Juste un exemple, quand il y a 10 ans en arrière, il y a plus que ça, il y a 14 ans en arrière, j'avais décidé de lancer la gestion publique de l'eau. À Aubagne, ça a été un parcours du combattant, enfin de la combattante, et puis finalement, c'est la présidente de l'AGLO qui est arrivée après moi, qui l'a mise en place. Il restait juste à fignoler les négociations âpres avec la Société des eaux de Marseille. Elle y a réussi et on voit bien pourquoi et comment aujourd'hui, puisque la SEM est toujours bien présente dans la société publique locale que nous avons créée. Cela dit, si on pense l'eau vitale gratuite, ça c'est une gratuité, on peut penser que comme l'eau paye l'eau et qu'on peut imaginer un panel de tarifs différents et progressifs. On peut, par exemple, avoir un tarif pour l'eau agricole, un tarif pour l'eau de confort, piscine, qui soit un peu plus élevé. On peut arriver comme ça à mutualiser les moyens pour permettre à ce que pour boire et se laver, les gens n'aient pas à payer. Parce que tout ça, au fond, ça n'est rien de plus et rien de moins qu'un bien commun, des biens communs, et qu'il n'y a aucune raison de payer pour ce qui est un bien commun et la nécessité de vie. Oui, me vient à l'idée le fait que M. Macron augmente le pouvoir d'achat en supprimant les taxes d'habitation. Vous n'avez peut-être pas pu le subir, mais qu'est-ce que ça va changer dans les municipalités? Et justement, est-ce que ça ne met pas en danger ce genre de projet? Bonjour, alors deux petites questions un petit peu en une. D'abord, on a parlé des transports à l'échelle plutôt locale, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi ce transport à une échelle peut-être plus nationale ou même pourquoi pas européenne, même si elle était partielle, en disant par exemple que chaque citoyen, c'est une idée comme ça, ait peut-être 1000 km de voyages gratuits chaque année à l'échelle du pays ou du continent. Est-ce qu'une idée comme ça pourrait pas, qui permet aux gens un petit peu de se déplacer, parce que visiter la France, visiter l'Europe, après tout, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis j'en venais aussi à une deuxième question, parce que je pense aussi aux autoroutes qui aujourd'hui sont privatisées, qui coûtent aujourd'hui vraiment horriblement cher. Moi, je rentre souvent à Toulouse parce que je veux venir de là-bas. Ça me coûte quasiment plus cher en autoroute qu'en essence. C'est assez hallucinant. Et donc, par rapport à ça, est-ce que peut-être c'est pas sortir le privé de certains secteurs d'activité, parce que la logique privée ne correspond pas à ça, et que là, c'est du mauvais privé, parce que c'est simplement de la simple captation de rente. Voilà, c'était un peu mes deux questions. Je prends la parole parce que, en m'intéressant à la gratuité, je suis tombé sur un problème qui est pas dans le transport, mais qui est au niveau des EHPAD. Et ça touche vraiment la gratuité. Des gens seraient bénévoles pour venir aider à accompagner nos anciens, les soigner, leur faire de la convivialité. Or, les gens qui travaillent dans les EHPAD se rendent compte que plus il y a de bénévoles, plus le propriétaire de l'EHPAD peut réduire sa masse salariale. Il y a une contradiction là dont il faut trouver une réponse. Parce que là, on est vraiment en concurrence entre la gratuité et le salariat, et ça peut être parfois catastrophique. C'est pour ça que les salariés refusent les bénévoles, du coup, alors que nos anciens en auraient bien besoin. Oui, c'est un danger. Évidemment, c'est un danger. Quand on supprime un impôt, la taxe d'habitation en l'occurrence, en général, le dispositif qui existe pour les États, c'est de reverser une dotation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2010,
il existait, jusqu'à ce que Sarkozy l'enlève, la taxe professionnelle. Et la taxe professionnelle était une taxe dynamique. Elle revenait donc à l'époque aux communautés d'agglomération qui avaient la compétence économique. Et alors évidemment, au départ, quand l'État compense, il compense à la hauteur des chiffres qu'il a d'une année N, mais c'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'elles ont même tendance à diminuer ensuite les dotations. Alors qu'une taxe, elle, a pour vocation d'être dynamique et de continuer à évoluer. Du coup, il se pose la même question pour la taxe d'habitation, d'autant que notre cher président de la République a décidé de contractualiser avec les villes, c'est-à-dire ils nous font le coût de l'Europe pour qu'elles obtiennent une dotation suffisante. Elle n'est pas des dépenses de fonctionnement trop importantes, donc elles sont réduites à, je ne sais plus, sur le fonctionnement à 1,2%. Enfin, elles sont plafonnées, quoi. Elles n'ont pas le droit de dépenser de l'argent pour répondre aux besoins. C'est un pur scandale. On se croirait, c'est un diktat, quoi. Hein, on se croirait en Grèce, quoi. C'est juste pas possible. Donc nous, on a dénoncé ça parce qu'on pense qu'il faut dire non à cette contractualisation et demander à ce que l'État prenne en compte de manière différente et un peu plus démocratique le rapport aux collectivités locales et aux communes en particulier. Mais on sait bien quelle est la perspective. La perspective, c'est la disparition de la commune. En leur enlevant toutes les compétences, en faisant en sorte que... elles gardent les compétences générales, les communes. On a réussi à gagner ça, mais elles sont vidées de leur substance parce qu'effectivement, quand après on assèche financièrement, ça rend les choses d'autant plus difficiles. Alors, moi, je suis une optimiste, donc je me dis qu'il y a les ressources en termes d'intelligence, de compétences sur un territoire pour continuer à réfléchir et voir comment on s'en sort financièrement. Je suis sûre qu'on peut arriver à faire des choses qui sortent de l'austérité et qui permettent au plus grand nombre de vivre bien. Je pense que c'est possible. Je ne vais pas donner des exemples, mais on a commencé à y réfléchir dans le cadre de notre campagne électorale citoyenne, là, avec des mardis thématiques où on pense des thèmes et des choses à faire avancer, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de l'enfance. Je pense qu'on peut arriver à faire des choses et qu'en donnant envie, en mettant tout le monde autour de table ou dans des espaces comme cela, parce qu'on n'avancera pas sans démocratie, on peut arriver à trouver des solutions pour que les gens vivent bien. La gratuité à une échelle plus large, moi je suis d'accord, je trouve ça génial. Hein, parce que si on ne part pas d'une idée qui donne envie, on ne trouvera jamais les moyens de la mettre en place. Alors oui, qu'est-ce que ça serait bien. Mais alors le problème, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que une idée, elle devient une force matérielle à partir du moment où elle est partagée. Et donc, la plus belle idée du monde, si elle n'est pas partagée, elle risque de n'être qu'une idée. Et moi, je suis pour que, comme ça a été écrit dans un post-it sur la gratuité, il faut contaminer la métropole, qu'on contamine bien ailleurs avec la gratuité, parce que c'est un besoin humain et qu'on en a besoin, et justement, pas seulement pour du nomadisme salarial ou économique, mais bien aussi pour du loisir et pour du plaisir et pour de la découverte. Parce que si on ne vit pas pour découvrir, pour apprendre, pour rencontrer, la vie n'a pas de sens, quoi. Et l'humanité, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça pour progresser. Elle a besoin de faire des découvertes, qu'on puisse aller à 1000 km, se rendre compte qu'il se vit là des choses formidables ou moins formidables, mais qu'on puisse échanger avec les gens qu'on rencontre, et puis d'apprendre, quoi, et puis revenir encore plus riche dans sa tête qu'on est parti. Ça c'est... Ah, oui. Pour les EHPAD, ça c'est moins drôle. Que répondre à ça? On pourrait être nombreux à répondre à ça. Je crois que je ne suis pas la seule. Je pense que rien n'est respecté en la matière. Rien. Les professions ne sont pas respectées, les salariés ne sont pas respectés. Et donc, un salarié, c'est pas juste quelqu'un qui perçoit un salaire, c'est quelqu'un qui a un métier, qui a du savoir-faire, qui a des compétences. Et donc, si on préserve ça et qu'on en fait une vraie profession, qu'on recrute suffisamment de professionnels qui répondent aux besoins dans les EHPAD, il peut y avoir du bénévolat, mais qui est sur autre chose. Qui est sur autre chose que simplement le métier qui vient accompagner les personnes résidentes dans les EHPAD.
Il n'y a pas d'antinomie. Par exemple, si je reviens à la gratuité, ça va peut-être hasardeux, hein, vous me le direz, à la place du nez rouge, vous m'envoyez des tomates, c'est pas grave, mais quand les chauffeurs se sont vus doubler dans les bus de bibliothécaires qui sont venus lire des textes, quand ils ont vu les bus investis par des gens qui faisaient du théâtre, ils ont pu se dire mais qu'est-ce que c'est quoi ? Moi je fais mon travail et qu'est-ce qu'ils viennent faire là au milieu ? Ou quand les enfants ont offert des petits objets qu'ils avaient fabriqués aux anciens et qu'ils étaient accompagnés là aussi de temps en temps par des bénévoles. Quand moi-même bénévole j'ai lu des textes féministes et j'ai distribué des post-it dans les bus pour que les hommes et les femmes disent qu'est-ce que vous pensez du 8 mars, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Je l'ai fait bénévolement, mais je ne venais pas en contradiction avec les médiateurs, les hôtesses et les contrôleurs. Je venais juste sur un autre espace. Et je crois que pour les EHPAD, comme pour des tas de champs de la société, au-delà du fait que ça doit être assuré par un service public qui ne génère pas de profit, il faut qu'on puisse justement laisser les gens chacun à leur place avec leurs compétences et permettre aux bénévoles justement de prendre encore plus de hauteur sur quelque chose qui fait un plus pour les résidents, quoi. Non, c'était juste par rapport à la deuxième partie de ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il est pertinent de mettre des logiques privées dans ce qui parfois peut être dans ce qui est du service public et qui est vu comme voilà, est-ce que ça met pas un peu le verre dans le fruit ? Je pensais notamment aux autoroutes qu'on a privatisées. C'était tout simplement par rapport à ça. Je vous ai envoyé un mot. Je voulais parler d'une expérience cantine qui démarre. C'est un village des Hautes-Alpes, la Bâtie-Neuve, où le maire s'est lancé à assembler les enfants de la cantine avec les anciens, dont nous faisons partie, de la commune, ceux qui voulaient venir manger avec les enfants. Alors, il y a des périodes, il y a eu déjà une première expérience, et je trouve que ce temps de convivialité où les enfants disaient « mais t'as des cheveux blancs !» c'était très drôle, très amusant. La récréation, on a dessiné ensemble un tas de choses qui vont se reproduire à la Bâtie-Neuve. On n'en est pas à dire si c'est gratuit, payant, etc., mais on en est là, mélanger les générations. Et c'est très beau. On parle du racket des autoroutes, c'est ça ? Ouais, c'est du racket en fait. Eh oui. Ça rend fou, hein. Moi, pour faire au Bagne-Aix, pour vous c'est pareil, hein, c'est du racket. Voilà. Oui, évidemment que le privé, mais quand l'État a concédé les autoroutes, c'était bien de ça dont il s'agissait. Hein. Vous imaginez un truc de fou quand même. Quand sur l'axe donc Aubagne-Aix, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent entre les deux là. On a une sortie à la Destrousse, pas de Traite là. Et qui monte jusqu'à la Bouilladisse. Le soir, quand on veut aller dans ces lieux, c'est embouteillé au possible. Et ça fait des années que ça dure, mais vraiment des années. En plus, c'est accidentogène parce qu'il y a la file d'attente de voitures et que quand on passe vite à côté, on peut très bien avoir... bon, bref. Et donc, il y a quelques années de ça, les maires de ces communes ont demandé à ce que Vinci accepte de faire une deuxième sortie à la hauteur de Belcoden. Ce qui permettait évidemment de désengorger cette sortie-là et de contourner donc ces villages qui en plus se prennent toute la pollution, les embouteillages. C'est juste pas possible, quoi. Résultat des courses, à l'époque c'était Mariani qui était ministre des Transports. Vinci a dit nous on veut bien le faire, hein, mais il faut que les collectivités payent. Ah mais je vous jure que ça rend... Moi j'ai dit non dans un premier temps, j'étais présidente de l'agglo, j'ai dit non. On va pas, en plus, c'est pas sa compétence. On n'a pas la compétence autoroute. On va pas contribuer à ça. Et le ministre a dit dans ces cas-là, on va pas le faire. Évidemment, les maires l'ont très mal pris et les populations de ces villages aussi. Donc, ils sont revenus à la charge. Il a fallu que la communauté d'agglo verse, je crois que c'est à hauteur de 500 000 € à l'époque, pour une sortie d'autoroute. Et alors que Vinci, dans le même temps, rajoutait une voie complètement inutile sur la partie Aubagne-La Ciotat, qui n'est jamais embouteillée. Donc, double raquette. On paye, on fait payer les collectivités,
et on n'améliore même pas le service. Enfin, Et donc, oui, il faut du service public. Là, il faut arrêter avec ça. Mais là aussi, c'est pareil. On est malheureusement dans une perspective qui tourne résolument le dos à ça. Mais je fais partie, comme vous, sans doute, des gens qui pensent que pour 90% des gens, ce système, il ne va pas, quoi. Ce qui nous manque, c'est des réponses politiques qui donnent de la force et qui puissent faire avancer et donnent de l'espoir, quoi, pour inverser la tendance. Et donc, du coup, tout le monde est un peu paumé. C'est quand même pas le fruit du hasard. S'il y a eu cette mobilisation en novembre, quoi qu'on en pense, les slogans qui sont revenus le plus souvent, c'était ça, hein, les retraites, l'urgence sociale, l'urgence écologique, quoi. C'est insupportable. Alors, quelle traduction politique ça aura derrière, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les services publics, c'était au cœur des revendications, ça aussi. Et ça continue à l'être dans la tête des gens. Alors, est-ce que ça va devenir une exigence populaire assez forte pour qu'on arrête avec ça pourquoi pas. D'ailleurs, ils ont bien mal pris, là, au moment des Gilets jaunes, hein, Vinci, le fait qu'il y ait ces péages qui soient récupérés et réquisitionnés. Ben ouais, il faut y penser. Il faut peut-être le faire plus souvent. Ça suffit, quoi. Et puis, jolie expérience de cantine. Hein. À propos de cantine, j'ai un post-it où il y a marqué « Évolution des cantines en campagne ». C'était ça. Voilà. Ah, très bien. On parle au micro, s'il vous plaît. Des choses qui sont belles, qui réussissent et qui sont bien dans une société. Je suis bien d'accord. D'autant que si on réfléchit même au-delà de l'intergénérationnel, je pense qu'on peut, sur la question des cantines et sur la qualité, être dans une... comment dire déployer la chose de manière qualitative, c'est-à-dire préparer un repas, faire des matinées de préparation de repas, faire venir des producteurs locaux pour qu'ils expliquent les produits, pouvoir parler de consommation. On avait tout un système d'animation à Aubagne là, qui évidemment a été liquidé, qui était une commission où on retrouvait des parents d'élèves, des enfants, des professionnels qui venaient expliquer comment bien se nourrir, comment bien manger, et donc il y avait des préparations de repas, il y avait des... Voilà, et ça je pense que c'est encore des choses à inventer, à imaginer, échanger des recettes, puis ça fait travailler même avec les enseignants, pourquoi pas, hein. Moi je le fais comme prof d'espagnol, on travaille sur les produits, et oui, sur les produits qui arrivent d'Amérique, qu'on ne connaîtrait pas s'il n'y avait pas eu la découverte de l'Amérique, malheureusement on les a massacrés, mais les poivrons, les patates, le maïs, le chocolat, tous ces produits-là, et quand on travaille comme ça, on pense aux recettes, on pense à repas équilibrés, on pense à connaître ailleurs, on pense à... Voilà, il y a tout un monde là autour du bien manger qui peut se faire, et pas seulement du point de vue sanitaire, ça peut se faire du point de vue culturel, du point de vue social. Oui, de nouveau, moi, j'ai aussi le gros défaut d'être fonctionnaire depuis très longtemps. Et je ne vous cache pas que je suis fatigué, usé d'entendre la culpabilisation systématique des fonctionnaires. Avec l'idée sous-jacente, c'est que le service public, ça coûte plus cher. Or, c'est exactement l'inverse qui est la réalité. Il est facile de démontrer en 5 minutes sur un coin de table de restaurant, avec une petite feuille de papier, qu'un prix de service public, à prestation égale, un prix de service public est toujours moins cher qu'un prix de marché. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que le capital est prédateur, parce que lui, il exige une marge, sinon il ne peut pas faire de profit et il ne peut pas diffuser ses dividendes. Deuxième remarque, 100% de l'argent public revient dans la société. Vous construisez un hôpital, déjà vous allez faire travailler les entreprises. Vous allez donc pour partie financer les salariés de cette entreprise. Vous allez acheter des équipements. Vous allez mettre en place des infirmières, des docteurs, des techniciens de laboratoire. Vous allez payer leurs salaires, et leurs salaires, ils vont être redistribués dans la société. Et bien souvent au niveau local, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chercher leurs courses en Suisse. Donc 100% de l'argent public se retrouve dans la société. Alors que 100% des dividendes ne se retrouvent pas dans la société. Bien souvent, une partie d'entre eux se font dévorer par les caïmans des îles du même nom. Et une question que je crois que j'ai vue sur un post-it, c'était pour les entreprises, vous avez fait un bilan sur Aubagne.
pour savoir si du coup elles ont été ruinées à cause de l'augmentation. Ou est-ce que vous avez ruiné toutes ces entreprises ou quel audit avez-vous fait là-dessus? Qu'est-ce qu'il y en est? Alors, bon, j'ai employé tout à l'heure le mot audit. En fait, c'est jamais des audits qu'on fait, c'est des enquêtes. Parce qu'audit, en général, on sait que les études et les audits ont pour finalité, et on l'a vécu pour notre cuisine centrale, de privatiser. Donc, mais oui, on l'a pas fait. On l'a fait qualitativement, pas quantitativement. D'abord, il n'y a aucune entreprise qui a fermé, mais si. Depuis 2014, il n'y a plus aucune dynamique économique sur Aubagne, je vous le dis. La zone d'entreprise était dynamique parce que justement, il y avait des perspectives de continuer à la développer tant par son extension que par le renouvellement des entreprises, l'accueil des entreprises, par le biais du service public, justement. Parce que le service public jouait un grand rôle dans le rapport aux entreprises. Et oui, ça fait partie de ce que tu évoquais, en fait. Il y a ce fonctionnement d'une société qui permet ça. Donc ça c'est un peu... ça a décliné, là, et puis le maire d'Aubagne s'en fiche du tiers comme du quart. L'entreprise Jeannot du pastis du même nom s'est délocalisée à Marseille. Il n'a même pas levé le petit doigt. Elle n'a rien à faire. Donc économiquement, si ça va moins bien aujourd'hui, c'est pas du tout à cause de la gratuité. Les entreprises étaient plutôt contentes de ça. D'abord parce que elles ont, ce que je disais tout à l'heure, elles ont la nécessité de rembourser la moitié du prix du transport à leurs salariés. Dans la mesure où les transports sont gratuits, elles n'ont plus besoin de le faire. Et donc, il n'y a pas eu de défiance ou de... Enfin, il y a eu un très bon accueil de la gratuité. Ça n'a pas été la même chose pour le tram, mais là, c'est parce qu'on était sur un projet politique qui a été combattu par la droite. Et donc, forcément, il y a comme un mouvement de classe qui s'est opéré et on n'a pas eu tout à fait la même chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Et sur le service public, Fabrice, je suis d'autant plus d'accord que là aussi, on peut faire la différence entre les choix qui ouvrent du service public et qui inventent des services publics, parce que c'est arrivé à Aubagne, et ceux qui font exactement le contraire. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un service qui a disparu à Aubagne, et vous allez comprendre pourquoi, sans doute, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est le service Ville Lecture, qui faisait de la médiation et qui faisait en sorte que lorsqu'on avait le festival du livre, qui s'appelle maintenant Graines de sel, et des droits de l'enfant, il y avait des lectures de textes dans les quartiers tout au long de l'année, il y avait du travail d'écriture, il y avait, et ça a disparu. Mais en revanche, une fois qu'on a fait disparaître ce service, on a rendu payant pour les usagers un certain nombre de dispositifs dans le domaine de l'enfance. Et donc, les gens ne se rendent pas compte qu'au nom de la dette, ce cher maire a décidé de liquider le service public pour ne plus augmenter la masse salariale. Et puis, il n'y a plus aucun moyen dans les services, d'ailleurs. Mais comme les gens payent pour un service moins bon, on est vraiment dans une situation ubuesque, quoi. C'est vraiment fou. Il y avait un autre exemple, c'est une dynamique associative qui avait permis de créer un festival sympa comme tout, que vous connaissez peut-être à Aubagne, qui s'appelle Festimum, et qui était gratuit. Il était gratuit parce que la collectivité donnait les subventions nécessaires à l'association Artero pour le mettre en place. Ça aussi, c'est devenu payant parce que la ville d'Aubagne a décidé d'enlever toutes les aides logistiques, toutes les aides financières, et qu'il faut bien que le festival continue parce qu'il est créatif, parce que c'est pas du Disney, quoi. C'est du spectacle intelligent, c'est du spectacle vivant, c'est du ludique et de l'éducatif. Enfin, voilà. J'ai donné ces deux exemples, il y en a d'autres, hein, mais les services publics qui sont devenus payants pour justement permettre une logique d'entreprise pour la collectivité, c'est-à-dire il n'a plus la logique d'un service public, il a la logique d'une entreprise. C'est un peu ce qui nous pend au nez d'ailleurs dans l'éducation nationale. Hein. Je ne fais pas un dessin sur les collèges, hein, qui vont devenir de plus en plus des lieux où le chef d'établissement sera un chef d'entreprise qui recrutera bientôt. Oui, bonjour. Juste pour un petit peu cadrer, vous allez entendre avec mon accent, je viens de Belgique, hein, donc je ne suis pas de chez vous. Je viens vous écouter.
j'aurais juste une remarque à faire, enfin, ou simplement une contribution. Je me suis permis il y a quelques temps, il y a quelques mois, de faire une réflexion assez fondamentale sur le malaise que nous connaissons tous dans la manière de vie qu'on a maintenant. Et depuis lors, j'écoute de plus en plus les gens comme vous qui ont des magnifiques initiatives et qui sont activistes dans leur domaine ou qui sont fort enthousiastes. Le seul problème, c'est que quand on entend ça, on se rend toujours compte qu'on parle d'adaptation de problèmes existants. Qui tout le temps ont alors à voir avec le problème financier pour les réaliser. Je crois qu'il est quand même peut-être plus intéressant qu'il y ait un mouvement plus important qui remette l'ensemble fondamental en cause. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous créons tous ensemble, je suis moi-même entrepreneur, une plus-value en travaillant, en faisant tout ce que nous faisons. Mais cette plus-value financière ne revient pas à la société suffisamment. Et donc, je crois que si on démarrait d'abord à trouver un système pour que cette plus-value revienne à la société, ce serait tellement plus facile de réaliser tous vos projets. Et donc, c'est toujours un aspect double que j'ai quand j'entends ça, parce que pourquoi est-ce qu'on ne se mobilise pas plus sur le fondamental du retour de la plus-value que nous créons vers la société elle-même et qu'on trouve un système fondamental là-dessus, ce serait nettement plus simple pour après avoir toutes les bonnes idées à réaliser. Ben, évidemment, c'est pour ça que ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure sur les ressources des collectivités, parce qu'on parle de raréfaction, d'assèchement, mais effectivement, l'argent existe et il y a besoin d'une grande exigence de retour et de réinjection dans la société de cet argent qui est en même temps le fruit de travail, d'intelligence et de savoir-faire, quoi. Mais une fois que j'ai dit oui, cette exigence, il faut qu'elle monte, il faut qu'elle puisse se diffuser, qu'elle puisse se propager. Je trouve que c'est très très important. C'est une réaction, je crois, que tout le monde ici peut avoir, et c'est très bien de l'entendre parce que ça nous le remet en place, et c'est très bien de le refaire régulièrement, parce qu'on peut avoir tendance à baisser la garde et puis du coup à baisser le niveau, le seuil des exigences. Non, il faut continuer à penser que vraiment, si on veut des beaux projets, mais on va chercher, on va demander à ce que tout ce qui fait la richesse de la société permette justement de mener ces projets à bien. Il y a des questions là, auxquelles je n'avais pas répondu, je crois. La gratuité des transports n'a-t-elle pas porté préjudice à d'autres postes de dépenses ? Non. Clairement non, parce que on n'a pas augmenté la part dédiée au transport de la collectivité. Du coup, tout est resté, toutes les, que ce soit l'économie, le tourisme, toutes les compétences les déchets, toutes les compétences qu'avait la communauté d'agglo. Ça n'a pas changé. On a même eu tendance à aller privilégier aussi d'autres secteurs qui nous semblaient un peu en panne pour les renforcer. Et j'en profite pour dire une chose, parce que tout à l'heure, on a parlé de Marseille et de la métropole. Il faut quand même que je vous dise un chiffre. Je n'en donne pas beaucoup en général, mais le versement de transport aujourd'hui sur la métropole, il est de 2%. 2%. Et j'ai dit tout à l'heure, à Paris, il est de 2,9%. Alors, bien sûr, nous sommes des moins que rien. À Marseille, c'est le sud, c'est bien connu. Mais si on pouvait revendiquer, parce que Paris a eu une augmentation, je crois, par le biais d'une loi exceptionnelle, l'augmentation de son VT, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas à Marseille. Si on le fait à Marseille, c'est 120 millions d'euros, ça a été chiffré ça, 120 millions d'euros qui rentrent tout de suite dans les caisses de la métropole. Quand on sait que cette métropole, elle a été décidée à la hâte, faite n'importe comment, juste là aussi pareil, pour les multinationales, pour les profits et contre les gens, je le fais très très vite, et qu'au bout, il y a
c'est la dégringolade quoi, en termes de projets. Il n'y a rien. 120 millions d'euros, je crois qu'il y a de quoi inventer des axes de gratuité, voire de rendre performantes quelques lignes. Je tenais à le dire parce que je trouve que c'est important à savoir. Et la DSP, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais elle avait été contractualisée à l'époque avec Transdev. Voilà, c'était Transdev. Depuis, il y a eu renégociation. C'est la RTM qui a pris. Inutile de vous dire qu'ils ne vont pas nous aider à préserver la gratuité. Ça, c'est le paradoxe. Hein. Je me souviens dans les débats, avant qu'on finisse la contractualisation, évidemment, on avait des débats bien chauds sur la question des services publics. Il se trouve que moi, je n'avais pas réussi à convaincre mes copains à l'époque, en 2007, quand il a fallu renégocier le contrat. J'avais dit pourquoi on ne tenterait pas une régie à notre échelle. Il paraît que le périmètre de la communauté d'agglo n'était pas pertinent à l'époque pour le faire. Donc, ça n'a pas été fait. Cela dit, là, aujourd'hui, c'est la RTM, c'est une régie. Et le paradoxe, c'est que la politique de cette régie, elle est orientée sur les logiques du système. Donc, pensons que le politique a besoin d'exercer quand même un peu sa volonté auprès que ce soit les transporteurs ou de tous les services publics. C'est pas possible. Mais quand je dis volonté politique, c'est pas dire c'est celui qui a le pouvoir qui décide en termes personnels. Il faut que ce soit une exigence populaire et que lorsqu'on est élu, on l'exerce, quoi. Voilà. Oui, je vais poser une question un peu bête, mais tant pis. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait, au niveau de la gratuité des transports, qu'il y avait des communes de toutes les couleurs qui faisaient la gratuité des transports. Bon, évidemment, je comprends bien politiquement le positionnement d'Aubagne, et c'est celui-là qui m'intéresse. Mais sur Aix-en-Provence, qui ne partage politiquement pas vraiment les mêmes options, nous avons la gratuité d'un théâtre et ils viennent de faire la gratuité des bibliothèques. Donc, je me pose la question, quelles sont les motivations politiques quand ce n'est pas les mêmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser des communes libérales, de droite, à faire des services gratuits? Est-ce que c'est juste une position électoraliste ou est-ce qu'il y a d'autres appuis? Voilà. Ouais, c'est formidable cette question parce que, d'abord, sincèrement, si Châteauroux, par exemple, qui est je crois que le maire est LR, qui est parti en gratuité en 2003, si mes souvenirs sont bons, lui, il l'a fait d'un point de vue utilitaire. Les bus étaient vides, donc il s'est dit, il faut les remplir, quoi. Ce qui est en soi pas une mauvaise chose. Après, tous ne l'ont pas fait pour les mêmes raisons. Et en effet, on voit de la gratuité s'installer un peu partout. Moi, je trouve ça formidable. Peu importe, quelles que soient les motivations. Si c'est une idée qui grandit, banco, hein, je trouve qu'elle a besoin de continuer à grandir, cette idée-là. Parce que je crois que c'est à la fois populaire. Je crois que, je ne sais pas à Aix l'expérience que vous en avez sur les médiathèques et sur le théâtre, mais c'est forcément populaire parce que c'est de libre accès. En fait, il y a souvent vous savez qu'en anglais, c'est pas le mot gratuité qui est utilisé, c'est free. Ouais, c'est libre accès. Et il y a des gens qui préfèrent dire d'ailleurs libre accès plutôt que gratuité. Mais c'est vrai que ça donne cette impression-là. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on avait mis liberté, égalité, gratuité, parce que il y a une vraie liberté et la barrière n'est pas que financière lorsqu'on paye. Elle est aussi d'un autre ordre. Il y a des barrières qui n'existent plus une fois qu'on donne ce libre accès. Et ça, c'est en train de grandir. Alors, ça ne grandit pas partout pareil, ni dans tous les secteurs, ni dans toutes les collectivités. Je sais que Marie-Joassin, lorsqu'on avait les échanges sur la gratuité, je l'ai toujours assuré en lui disant, écoute, tu sais, de toute façon, on ne viendra pas vous imposer à Aix la gratuité, mais pensez-y, quoi, ça vaut le coup. Mais c'est une idée qui peut grandir. Et je suis sûre, moi, qu'elle va continuer à grandir. Tout simplement parce que c'est la vie et qu'on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un certain nombre de choses et que l'argent, franchement, il est vraiment loin de faire le bonheur, même pour ceux qui ont des profits, de toute façon. Alors, oui, bonjour. Je voudrais revenir sur le théâtre du Bois d'Olonne. Je suis habitant du Jas et j'y vais régulièrement. Et je me félicite de la gratuité parce que j'ai des petits revenus et ça ne me permettrait pas d'aller me payer une place dans un autre théâtre. Voilà.
Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que là, pour le coup, lorsqu'on a le débat sur la gratuité et que Jean-Louis est avec moi, il est en même temps, je ne sais pas si vous le savez, il a une pensée philosophique, il est philosophe, mais en même temps, il est directeur d'un théâtre malien. Il s'appelle le théâtre Blomba, ouais, qui fait de chouettes spectacles d'ailleurs. Et lui, il n'est pas pour la gratuité du spectacle vivant. Donc c'est étonnant, hein. Et donc moi j'ai une question justement. Est-ce que lorsque vous allez au théâtre, vous vous rendez compte que lorsque les gens viennent au spectacle gratuitement, ils se lèvent n'importe comment, n'importe quand, ou est-ce qu'ils respectent le spectacle qu'ils sont venus voir? Concernant les spectateurs, non, il n'y a pas de problème, hein. La salle réagit. Par contre, la direction du théâtre a fait des rappels en disant que ce théâtre était gratuit, mais que quand on ne venait pas, il fallait annuler sa place pour permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette place qui s'est libérée. Oui, il y a eu des rappels à l'ordre à ce niveau-là. Mais concernant les spectacles, pas du tout. Par contre, l'intérêt peut-être de cette gratuité est de faire venir peut-être des publics beaucoup plus jeunes ou des quartiers prioritaires. C'est un peu délicat, ça ne fonctionne pas forcément, mais c'est une réalité ou un projet. Voilà. Moi, je voulais faire un petit aparté sur la culture et j'ai été stagiaire du ministère de la Culture en 70. J'ai commencé à travailler 1 an à la Maison de la Culture du Bourges et puis j'ai choisi d'aller travailler à Montbéliard dans les quartiers ouvriers avec Hurstel et Armand Gatti à l'époque. Et c'était ce problème de la gratuité d'accès au spectacle. On se la posait parce qu'effectivement, quand on mettait sur le quartier de la Chiffogne, qui était vraiment constitué d'OS venus avec 18 nationalités, etc., on se posait le problème, est-ce qu'il fallait un accès symbolique de façon à ce qu'il y ait quand même un choix pour y aller, mais il fallait dans ce cas-là que l'accès symbolique soit très très peu. Je laisse ce chapitre-là pour revenir 45 ans après, c'est pas très, hein, voilà, parce que j'ai un peu vieux. Ce qui s'est passé dans l'action culturelle à partir de 83-86, moi j'ai vu les prix des scènes nationales, des centres dramatiques, de tous les endroits subventionnés augmenter sans que tout le monde ait, avec des salaires pour les directeurs de salles incroyables, un refus d'accès pour les troupes régionales quasi généralisé. Et personne ne se posant la question. Et nous, on s'appelait Théâtre et Chanson. On travaillait énormément avec les collèges et on a beaucoup travaillé dans le quartier autour, le collège Clair-Soleil, etc. Pendant 4 ans, on a sorti un grand tour, 33 tours, etc. Et les gens du ministère nous riaient au nez en disant « Ah oui, c'est vous les vieux babas qui pensaient qu'il faut faire de la création au peuple et tout. » Et oui, j'ai fait des comédies musicales avec les enfants depuis. Pendant ce temps-là, les prix d'accès aux places montaient. Donc, moi, quand j'arrivais à Théâtre et Chanson avec les jeunes gens que je faisais travailler, je leur disais vraiment, je le dis rarement, mais ne loupez pas cette pièce qui passe à la Criée ou qui passe... il y avait encore le théâtre municipal ou maintenant qui passe au gymnase. Non, comment ça s'appelle au GTP. C'est pareil, 30, 40, 50 euros. Il y avait un silence gêné, je disais, ah non, excusez-moi, c'est pas possible. 3 situations différentes très rapidement là-dessus. Le maire de Traite arrive à éliminer la candidate de gauche qui était peut-être un peu maladroite. Les premières choses qu'il fait, c'est de rendre payant la médiathèque et des tas de choses comme ça qui étaient gratuites. Le maire de Puy-Loubier considère qu'il n'a pas beaucoup de moyens pour faire de la culture. Il fait un week-end par mois en accès totalement gratuit, ayant pesé le pour et le contre, et du coup, il y a une séance cinéma, du public live, du théâtre vivant, je veux dire, un spectacle pour les enfants, des bouffes entre les habitants, ça marche. À Rousset, il y a la salle la mieux équipée du monde, et là, nous sommes face à un RPS macroniste, devenu macroniste. Il y a une saison qui n'est pas très bonne, dans une salle très, très équipée. Les prix d'accès sont à 20-30 euros. Et moi, dans la cellule, je suis dans une cellule de militants qui est à la fois France Insoumise et Gilets jaunes.
eh bien, là, il y a la moitié des gens qui vont même pas à l'ouverture de saison parce que à 4, ils peuvent pas payer 20 € la pièce. Donc, je trouve que là-dessus, on est d'une légèreté incroyable et que les responsables, moi, j'étais aussi créatrice et metteur en scène, etc. Je trouve qu'il y a une légèreté de raisonnement du côté du monde artistique et il y a une évidence, même le Festival d'Avignon, à chaque fois qu'on y va, moi, je trouve que la moyenne d'âge monte. On ne voit plus de jeunes gens, voilà. Donc je trouve que c'est très important pour la culture conçue sous l'égide de tout ce qu'on avait trouvé avec la décentralisation 36 et le pacte national de la résistance qu'on a vraiment laissé tomber, voilà. Toujours à propos de la gratuité des transports, et je ne sais pas si ça a été dit, puisque je suis arrivé un peu en cours de route, question de la super technologie des systèmes de contrôle et puis du nombre de salaires que cela représente, le fait de faire payer. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça a été fait, une étude comparative entre justement, d'ailleurs, le fait de passer en payant à Aubagne, qu'est-ce que ça a coûté à Aubagne en termes de technologie et qui est derrière cette technologie? Parce qu'il y a bien des industriels qui en profitent. Donc on sait bien que derrière tout le choix politique, il y a un industriel qui se réjouit. Pourquoi pas, évidemment, le désigner, quoi. Oui, moi je voudrais reposer une question et préciser l'intervention du monsieur sur le théâtre de l'Aune. Parce que moi, je ne fréquente pas ce théâtre, mais j'ai vu que le directeur avait soulevé un vrai problème. Ce que les économistes de là-bas nomment un effet d'aubaine. À savoir que certains spectateurs peuvent faire des réservations presque à l'année. Mais ils réservent pour tout. Donc quand nous, on dit « Ah tiens, ça nous intéresserait », on nous dit « C'est complet ». Et tout est complet parce que les réservations ont été faites à la chaîne. Donc, est-ce que cet effet d'aubaine n'est pas un effet de la gratuité? Et est-ce que ça se passe réellement comme ça? Parce que moi, là-dessus, j'avance en marchant sur des œufs, parce que c'est simplement une intervention du directeur du théâtre de l'Aune que j'ai lue dans la presse. Attention, la gratuité existe toujours au bagne, donc il n'y a pas de, on ne peut pas chiffrer aujourd'hui combien coûterait la mise en place d'une technologie de billetterie et de contrôle. On avait à l'époque, alors j'ai franchement pas les chiffres en tête, mais au moment où on s'est posé la question de comment savoir le nombre de voyageurs qui vont monter dans les bus, est-ce qu'on n'a pas intérêt, alors il y avait les deux débats, connaître le nombre de voyageurs et est-ce qu'on limite la gratuité aux habitants du territoire ou alors on fait tout gratuit. On s'est vite rendu compte que faire tout gratuit, ça avait un avantage, c'est que justement on n'avait pas besoin que les gens aillent d'une technologie pour aller faire la démonstration qu'on habite à Aubagne, qu'on est citoyen aubagnier, machin. Et donc, on a tout éliminé. Les bus sont équipés eux-mêmes de comptage. Donc, c'est pour ça qu'on connaît le nombre de voyageurs. D'ailleurs, on est passé de 2 millions de voyageurs en 2009 à 6 millions par an. Donc, c'est pas mal quand même. Et donc, je ne sais pas combien ça coûte. J'aimerais bien le savoir pour Marseille, par exemple. Parce que quand on voit l'arsenal qui est déployé, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, il y a l'humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour ça, qui pourraient être mobilisés pour autre chose. Donc là, on ne ferait pas des économies parce qu'il est hors de question de plus penser à... Mais on peut faire évoluer les métiers. Mais toute la technologie liée au contrôle, c'est impressionnant. Mais de toute façon, c'est pareil partout. Mais les caméras de surveillance, c'est pareil. Au bagne, là, je ne sais plus à combien ça se chiffre. Maintenant, on a plus d'1 million d'investissements sur les caméras de surveillance qui sont là juste pour mettre des PV, quoi. Donc, c'est lourd et je crois que c'est la même chose pour les transports. On n'a pas, j'ai pas de chiffres en tête. Je peux pas vous dire. Je sais que la billetterie elle-même, au moment où on a lancé la gratuité, elle représentait 15% du volume total, du budget. Mais sur le théâtre, je ne sais quoi dire parce que je connais mal. Sur le théâtre, le monsieur voulait reprendre la parole. Ah, voilà. J'avais juste aborder. une chose à dire sur les publics parce que ça rejoint ce que vous disiez dans le champ de la culture. C'est proprement scandaleux. Effectivement, on a un peu baissé les bras et baissé la garde
tout le monde, les artistes, alors les politiques peut-être pas tous, je crois pas, non. Mais oui, il y a un gros déficit et on pense plus du tout à la médiation. Et ce que vous avez décrit, c'est de la médiation culturelle en même temps que c'est du spectacle vivant et un accès à l'art qui soit démocratique. Et je crois qu'il y a à la fois la question des tarifs et la question de... C'est pour ça que j'ai pensé avec le théâtre. Évidemment que les publics les plus éloignés vont pas spontanément venir simplement parce que c'est de libre accès. Oui, monsieur. Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait ce monsieur, sauf que par expérience et puis après avoir discuté avec le personnel du théâtre du Bois de l'Aune, on peut se présenter à l'accueil du théâtre et vous aurez une place. On m'a dit que sur le nombre d'années qu'existe ce théâtre, peut-être ils avaient refusé 3 spectateurs pour un spectacle. Vous pouvez toujours aller à l'accueil, certes ça vous fait vous déplacer, mais vous aurez, d'après le personnel, toujours une place. Je voulais juste donner deux indications par rapport au Bois de l'Aune, puis après on arrête avec ça. Effectivement, pour réserver, il faut réserver 2 mois à l'avance et pas sur l'année. Effectivement, il y a des personnes qui ne seraient jamais allées au Jazz de Bouffant. D'ailleurs, au début, je vais raconter une petite anecdote. Il y a eu quelques années, il y a eu le théâtre d'Aix-en-Provence qui était fermé et les spectacles avaient lieu au Bois de l'Aune. Et donc, il y avait un bus qui avait été mis en place pour les gens du centre-ville, pour qu'ils aillent voir les pauvres dans les quartiers périphériques le spectacle. Il n'y a jamais eu le contraire, c'est-à-dire on n'a jamais pris les gens du Bois de l'Aune pour les amener au centre-ville. Donc voilà. Puis le Bois de l'Aune s'est ouvert et au début, ça a été regardé avec beaucoup d'ironie et donc voilà. Puis les gens bien n'y allaient pas parce que quand même c'était gratuit et en périphérie. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que la programmation était intéressante. Et puis, ils se sont aperçus que finalement, ne pas payer, c'était intéressant. Donc, c'est devenu un lieu où il faut aller. Ceci dit, le travail de médiation, pour y avoir travaillé un peu, est fait. Et il y a beaucoup de gens de quartier. Enfin, il y a un travail de médiation important qui est fait. Et ils ne se disent pas parce que c'est gratuit. Et puis, parce qu'on est plein, tout est fait. Voilà. Ça me fait penser, je pense au trajet ville-périphérie et pas l'inverse. Il y a une chose qui est importante, c'est de penser, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut vraiment penser la gratuité dans un projet politique et dans une cohérence. Parce que les transports, ils sont liés, tous les déplacements sont liés évidemment à l'espace public et à l'urbanisme. Et on voit bien qu'il faut penser la ville dans ses usages et permettre justement la conquête ou la reconquête par certaines catégories d'habitants de lieux qu'ils ne fréquentent pas. Et donc effectivement, de la périphérie vers le centre, ça se travaille. Il faut y penser. La gratuité des bus, des transports à Aubagne, elle a permis de reconquérir de l'espace public, vraiment. Nous n'aurions pas pu imaginer vraiment que des minots d'une cité ou de l'autre viennent vraiment nous dire merci, quoi. Merci parce qu'ils se sont déplacés dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils sont allés découvrir. Alors, il y a eu là aussi de la médiation. Hein, je vous disais, on avait créé un espace qui s'appelait Bus Lieu d'échange, où on retrouvait autour de la table le délégataire transporteur, les services publics des communes ou de la commune d'Aubagne qui voulaient bien y venir, des élus de toutes ces communes, pour décider ensemble de choses dynamiques et qui fassent écho. Et donc, par exemple, chaque anniversaire de la gratuité, on avait un moment festif. Et à ce moment festif-là, c'est là qu'on a vu de la danse urbaine. Il y a un créateur, je ne sais pas si vous le connaissez, un Aubagnais, danse urbaine qui s'appelle Miguel Nozibor, qui fait des choses assez formidables. Et moi, je me souviens d'un spectacle au Comédia, au théâtre, où il avait commencé son spectacle avec un petit sketch avec un copain à lui.
Et ils avaient inventé un scénario entre un chauffeur et un usager, juste pour dire merci au chauffeur et merci pour la gratuité. Ça, mais personne ne leur a suggéré, quoi. Et c'est parce que tous les services se sont mis ensemble pour le faire et qu'il y avait cette volonté, cette cohérence, qu'on a eu appropriation de l'espace public, réappropriation des champs culturels et création. Et voilà, je trouve que vraiment, elle touche à tout, la gratuité. Elle touche à tout. Rebonjour, c'est un petit questionnement qui m'est venu au fur et à mesure là, du débat, comme quoi c'est bien les rencontres économiques, ça fait un peu phosphorer et réfléchir. Au-delà de la gratuité, finalement, de cette logique de la gratuité, d'un certain nombre de services, d'un certain libre accès à un certain nombre de choses indispensables à la vie, est-ce que finalement l'aboutissement ultime de tout ça, ce ne serait pas donc l'idée de ne laisser personne de côté et donc quelque chose comme on peut l'appeler revenu universel, revenu citoyen, salaire à vie. Est-ce que finalement tout ça, à travers une décision politique, c'est-à-dire on détermine un certain niveau de vie décente, donc ça c'est vraiment un choix politique au sens vie de la cité, où on détermine donc un revenu auquel chaque citoyen aurait le droit, de déconnecter ça donc de toute logique marchande. Est-ce que c'est pas finalement un petit peu l'aboutissement logique et ultime de cette logique de gratuité? Voilà, c'est juste un questionnement, j'ai même pas d'ailleurs la réponse oui ou non. Jean-Michel. Oui, merci. Juste une question par rapport à l'un des moyens que la population peut avoir pour reprendre le pouvoir sur l'économie, c'est de créer sa propre monnaie. Hein. Donc là, parce qu'on parle du secteur privé, mais la Banque Centrale Européenne, je ne sais pas si vous imaginez qu'à la tête de la Banque Centrale Européenne, je n'ai pas l'impression que les dirigeants soient pour la population. Hein. Pourtant, ce n'est pas une entreprise privée, la Banque Centrale Européenne. Mais par contre, à la tête de la Banque Centrale Européenne, ce ne sont pas des fonctionnaires qui sont au service de la population. Hein. Les dirigeants, je ne pense pas, soient au service de la population. Donc est-ce que la mairie d'Aubagne a envisagé de créer sa propre monnaie et de payer une partie ou la totalité des salaires des fonctionnaires territoriaux avec cette monnaie? Voilà, c'est un des moyens de levier, voilà, pour que vous puissiez reprendre vraiment le pouvoir. Merci. Oui, justement, c'est une question qu'on se pose ici dans le Pays d'Aix, puisqu'il y a une monnaie locale qui circule et on aimerait bien que ça s'étende jusqu'à Aubagne. Donc on attend effectivement une municipalité, une association, des bénévoles qui puissent développer la monnaie locale qui circule déjà dans 4 départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le 04 et le 05, et qu'ils seraient bienvenus avec nous. On est déjà 8 associations qui sommes fédérées, et grâce à ces associations, il y a un compte bien rempli à la nef qui permet d'aider des projets locaux dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Les aides, c'est des prêts qui sont faits par la nef pour ces projets. Donc, s'il y a des gens d'Aubagne, je peux discuter avec eux pour savoir comment démarrer. Et c'est vrai qu'une municipalité, c'est super important, chose qu'on n'a pas ici dans le Pays d'Aix, bien au contraire. Et donc, on rame un maximum, mais on y arrive. Sur l'utopie qui, à mon avis, prend corps, elle aussi, d'un revenu qui serait déconnecté de la rentabilité, des profits, et qui permettent de déterminer un seuil. Vous avez sans doute écouté, lu Bernard Friot à ce sujet, il sera là demain. Donc voilà, c'est une question qui est très intéressante, et celle-là aussi, il faut qu'elle se partage, parce que il me semble qu'elle aussi, elle a évolué. Depuis la première fois qu'il était venu à Aubagne, il doit y avoir une dizaine d'années, je trouve qu'elle a bien circulé. On en parlait aussi dans les forums sociaux mondiaux. C'est une idée qui s'est diffusée, même si les espaces de rencontre ne rassemblent plus autant de monde que ce qu'ils ont pu le faire. Les idées sont restées, elles restent dans les têtes. Donc, on ne sait jamais où va venir la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui permet justement d'irriguer un petit peu partout les belles idées qui redonnent du sens à l'humanité et à la vie sociale. Sur la monnaie locale, c'est une question qu'on a commencé à envisager en vue de 2020 aussi. Donc, elle n'est pas aboutie encore. Il faut vous dire qu'on est dans il a fallu partir de zéro, là.
On a créé un mouvement, imaginé un mouvement qui est vraiment composé de gens divers et variés, qui soient encartés ou pas dans des partis ou des organisations, qui se sont mis à travailler ensemble alors qu'ils n'étaient pas. On a essayé de se créer ensemble des modes de fonctionnement, donc de mettre en parallèle les thématiques qu'on voulait aborder pour faire la charpente d'un programme à venir, mais qu'on continuera à partager avec la population. Et donc tous ces thèmes-là sont à prendre en compte. Celui-là en est un. On ne l'a pas encore précisément abordé, mais en effet, sur la question économique, voilà une question qui peut aussi être un vrai levier alternatif. Il faudra évidemment prendre contact, ça je suis entièrement d'accord, parce que là aussi ça ouvre des perspectives. Parce qu'une des questions, et je ne sais pas si y aura encore des questions derrière, c'est que je crois que ce qui fait notre commun ici, et pour beaucoup de gens, mais beaucoup se l'interdisent, c'est vraiment de penser les possibles plutôt que de commencer par les impossibles. Sinon, on ne progresse jamais, on n'invente jamais rien. Et on s'est rendu compte à Aubagne que ce qui a permis de tenir pour plein de gens, en particulier dans le service public et dans les associations, alors que je vous jure que ça ne va pas du tout, c'est cette idée de résister, c'est créer, créer, c'est résister, hein, cet aller-retour permanent, parce qu'il y a des associations qui se sont mises à travailler ensemble alors qu'avant elles ne se connaissaient pas. Elles ont produit justement des espaces artistiques, culturels, inédits, avec le Secours populaire, des croisements qu'on n'avait jamais imaginés. Donc oui, la monnaie locale, elle fait partie de ces choses qui, en filigrane, vont irriguer une perspective pour 2020. Moi, j'espère qu'il y en aura partout des perspectives comme celle-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va devenir chez nous. Mais comme pour la gratuité, il faut tenter l'aventure parce que franchement, ça vaut le coup. Oui, je voudrais dire ici ma révolte et ma colère concernant le paiement des parkings. Vous avez fait le lien entre... culture et transport, moi je voudrais faire le lien entre culture et santé. Et quand on se rend au nouvel hôpital de Aix, on aperçoit les parkings et pas l'entrée de l'hôpital. C'est le premier élément que j'ai vu. Et donc ma colère vient du fait qu'on fait payer la visite aux malades. Et donc la question c'est, est-ce que ce n'est pas une privatisation insidieuse, le premier degré de privatisation insidieuse de la santé? Tu réponds à cette dernière question avant de conclure? Moi, là, c'est un coup de gueule, une colère, mais on la partage tous. Hein. C'est partout pareil, c'est horrible. On arrive dans les hôpitaux et puis d'un coup, on ne voit pas l'hôpital, on voit que le parking. C'est insupportable, mais c'est le début de privatisation, mais ça fait longtemps. Hein. De toute façon, l'hôpital public est parti sur une logique depuis le changement de comptabilité, une logique d'entreprise là aussi, et plus d'administration qui répond aux droits fondamentaux de la santé, hein, on le voit bien. Puisque maintenant, c'est à l'acte, on connaît le sort des hôpitaux. Ça passe aussi par le fait d'être empêché de stationner pour s'y rendre. Quoi. Est-ce que tu veux... On va conclure. Non, écoutez, moi, je voulais vous remercier de cet accueil, de l'échange, vous remercier de l'accueil. Déjà, quand je suis arrivée ce matin, franchement, c'est chaleureux et pas qu'à cause de la température. Et je trouve que l'espace est propice à la tranquillité, à la sérénité. Et on n'a pas eu beaucoup de contradicteurs. Il m'est arrivé souvent d'avoir des lieux à Grenoble en particulier quand je m'y suis déplacée, mais pas seulement. Hein. À Saint-Malo, c'était un peu ça, et puis dans d'autres endroits. À Cherbourg, à Cherbourg. Je ne vous ai pas raconté Cherbourg, mais je ne vais pas le faire maintenant. Il m'a fait la journée, j'ai formé des élus sur la gratuité, j'étais en journée de formation, et puis ils étaient pour mai. Vous avez compris? Le mai, ça a été long. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que la contradiction, elle permet aussi d'avancer parfois, mais pas toujours dans un climat serein. Et ici, c'est un climat serein. Et je trouve que ça pousse à vouloir continuer. Et nos pensées le vont cheminer encore. Hein, je ne vais pas plagier Machado, mais le chemin se fait en marchant.
Il n'y a pas de chemin. Moi, ce matin, je ne savais pas que ça allait donner ça. J'ai bien marché avec vous. Je suis bien contente de pouvoir continuer à marcher avec notre débat dans la tête et notre échange. Merci.